Et si le Cameroun entrait dans une nouvelle saison politique, sans prévenir? Et si les discours que certains considéraient comme de simples déclarations devenaient le point de départ d'un affrontement stratégique majeur? Depuis quelques jours, un nom revient avec insistance dans l'espace public, Issa Chiroma Bakary. Un ton plus dur. Des accusations plus frontales. Un appel clair à la mobilisation nationale et internationale. Ce n'est plus un simple commentaire d'après-élection. C'est une offensive politique assumée. Et quand un acteur politique parle de bataille pour Etoudi, on comprend que le débat ne fait que commencer. Bienvenue sur Radar 237. Ici, on ne crie pas plus fort que les autres. On observe. On analyse. On pose les bonnes questions. Parce que dans un climat politique chargé, l'émotion circule vite, mais la clarté, elle, demande du travail. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière les grandes déclarations, si vous voulez aller au-delà des slogans pour saisir les stratégies, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à Radar 237. Activez la cloche. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que ce qui se joue aujourd'hui pourrait redessiner le paysage politique de demain. Le 27 février 2026, Issa Chiroma Bakary publie une déclaration qui ne laisse personne indifférent. Candidat à la présidentielle d'octobre 2025, il affirme que le Cameroun traverse une crise profonde. Il parle d'économie fragilisée, de gouvernance défaillante, de répression post-électorale et d'un État qu'il juge confisqué. Face à lui, le pouvoir en place dirigé par Paul Biya continue de défendre sa gestion et la stabilité institutionnelle du pays. Deux visions s'opposent. Deux récits. Deux lectures d'une même réalité nationale. Mais au-delà des mots, il faut comprendre la mécanique. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce ton? Pourquoi cette insistance sur la mobilisation? Cette sortie ne se limite pas à une simple critique. Elle s'inscrit dans une stratégie. Une séquence politique précise. Un repositionnement qui mérite d'être analysé avec rigueur. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les faits, examiner les angles et replacer cette offensive dans son contexte institutionnel et politique. Sans passion aveugle. Sans caricature. Juste les éléments nécessaires pour comprendre. Partie 1. Une charge frontale contre la gouvernance. Quand Issa Chiroma Bakary prend la parole en ce début d'année 2026, il ne parle pas à demi-mot. Il ne fait pas dans la poésie. Il dresse un tableau sombre. Très sombre. Selon lui, le Cameroun serait en descente aux abîmes. Et au cœur de cette descente, l'économie. Il parle d'un État en faillite technique. Une expression forte. Une expression qui claque. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans le langage économique, une faillite technique ne veut pas dire que le pays ferme boutique et met le cadenas à la porte. Non. Cela renvoie plutôt à une situation où les finances publiques sont sous tension, où les recettes ne suffisent plus à couvrir les charges, où l'État doit emprunter régulièrement pour continuer à fonctionner. Et c'est précisément ce point que soulève Chiroma. Il évoque un endettement croissant, des emprunts contractés à l'infini, et même, selon ses mots, des ressources stratégiques qui seraient bradées pour tenir la tête hors de l'eau. Ce discours n'est pas anodin. L'endettement public est devenu un sujet sensible. Les Camerounais entendent parler d'emprunt, de dette, de restructuration. Mais sur le terrain, la question que beaucoup se posent reste simple. Si on emprunte autant, où va l'argent? C'est là que le discours devient politique. Chiroma relie cette question à la vie quotidienne. Il parle de routes inachevées, d'infrastructures qui tardent, d'équipements publics qui ne suivent pas le rythme des annonces. Et il touche un point sensible. Parce que dans plusieurs régions, les populations attendent encore des projets annoncés depuis des années. Les chantiers démarrent, ralentissent, redémarrent. Parfois, ils semblent figés dans le temps. Comme si le béton lui-même hésitait. Mais attention! En matière d'infrastructure, les retards peuvent avoir plusieurs causes. Contraintes budgétaires, procédures administratives lourdes, difficultés techniques, contexte sécuritaire. L'analyse doit rester équilibrée. Ce que fait Chiroma, c'est transformer ces lenteurs en symbole d'un système qu'il juge à bout de souffle. Ensuite, il évoque le déficit énergétique. L'électricité, sujet hautement stratégique. Parce que sans énergie stable, pas d'industrialisation solide. Pas de croissance durable. Pas de compétitivité. Dans certaines zones, les coupures restent fréquentes. Les entreprises s'adaptent comme elles peuvent. Les ménages aussi. Groupes électrogènes, panneaux solaires, solutions alternatives. Le génie camerounais trouve toujours un moyen de survivre.
Mais survivre ne veut pas dire prospérer. Et c'est là que le discours prend une dimension presque pédagogique. Chiroma ne se contente pas de dénoncer. Il construit un récit, celui d'un pays riche en ressources, mais freiné par sa gouvernance. Il parle aussi de santé. Il affirme que des milliers de Camerounais meurent faute de soins adéquats. Là encore, l'affirmation est grave. Le système hospitalier fait face à des défis réels, équipements insuffisants dans certaines structures, surcharge dans d'autres, difficultés d'accès pour les populations les plus modestes. Mais dans un débat public sain, ces constats doivent être accompagnés de données précises, d'études indépendantes, de chiffres vérifiables. Parce qu'entre perception, vécu individuel et réalité statistique, l'écart peut être important. Ce qui est certain, c'est que cette première charge donne le ton. Elle place la gouvernance économique au centre du débat national. Elle oblige, indirectement, les autorités à défendre leur bilan et à clarifier leurs perspectives. Et elle prépare le terrain pour les autres volets du discours. Car après l'économie, après la gouvernance, la question qui surgit naturellement est celle des libertés, des droits et du climat politique général. Et c'est précisément là que la suite de cette déclaration va nous conduire. Ce qui est intéressant dans cette sortie, c'est la manière dont l'argumentation est construite. On part de l'économie. On glisse vers les infrastructures. Puis vers l'énergie. Puis vers la santé. Et progressivement, l'idée centrale se dessine. Selon Chiroma, la crise serait globale. Pas sectorielle. Structurelle. Il va même plus loin. Il parle d'une crise profonde de la gouvernance. Il affirme que le Cameroun ne serait plus dirigé, mais confisqué par des luttes internes au sommet de l'État. C'est une accusation politique lourde. Elle renvoie à l'idée de rivalité de clans, de décisions prises dans l'ombre, de hautes instructions qui remplaceraient les mécanismes institutionnels classiques. Dans l'imaginaire collectif, ce type de discours trouve un écho. Parce que beaucoup de citoyens ont parfois le sentiment que les décisions importantes sont éloignées d'eux, difficiles à comprendre, rarement expliquées en détail. Mais encore une fois, en journalisme, il faut distinguer les perceptions politiques des faits établis. Les institutions fonctionnent selon des règles définies par la Constitution et les lois en vigueur. Les critiques font partie du jeu démocratique, mais elles doivent être examinées avec rigueur. Ce que fait Chiroma ici, c'est poser une question implicite. Le système actuel est-il capable de se réformer de l'intérieur? Et c'est là que la stratégie apparaît clairement. En dressant un tableau alarmant, il prépare le terrain pour présenter l'alternative. Il ne parle pas encore de programme détaillé à ce stade. Il installe d'abord le diagnostic. Parce qu'en politique, celui qui impose le diagnostic influence souvent la solution. Dans son discours, l'économie devient donc plus qu'un simple indicateur financier. Elle devient la preuve d'un modèle à changer. Mais au-delà des mots, il faut regarder les dynamiques réelles. Le Cameroun fait face à des défis économiques, pression budgétaire, attentes sociales élevées, nécessité d'investissements massifs. En même temps, le pays continue de lancer des projets structurants, de négocier avec des partenaires financiers, de chercher à stabiliser ses équilibres macroéconomiques. La réalité est complexe. Ni totalement noire. Ni totalement rose. Et c'est peut-être là que se situe le véritable enjeu de cette partie 1, le combat pour la narration. Qui définit la situation économique du pays? Le pouvoir en place, qui parle de résilience et de continuité? Ou l'opposition, qui parle d'essoufflement et d'urgence? En 2026, cette bataille des récits devient centrale. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de confiance. Confiance des investisseurs. Confiance des entrepreneurs. Confiance des jeunes diplômés qui cherchent un emploi. Confiance des familles qui espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. Si la confiance s'érode, même les meilleures politiques deviennent difficiles à appliquer. Si elle se renforce, même les périodes de tension peuvent être traversées. Issa Chiroma Bakary choisit donc de frapper fort sur l'économie. Il parle d'alerte rouge. Il parle d'urgence. Il parle d'un système qui, selon lui, ne tient plus que par l'endettement. Reste à savoir comment cette lecture sera reçue par l'opinion publique. Est-ce un cri d'alarme lucide? Ou une dramatisation stratégique dans un contexte de repositionnement politique? Partie 2, répression post-électorale, accusations lourdes, climat tendu. Après l'économie, Issa Chiroma Bakary change de registre. Il quitte les chiffres, les dettes, les infrastructures, pour entrer dans un terrain beaucoup plus sensible, celui des libertés publiques et de la répression post-électorale. Et là, le ton se durcit. Il parle de disparition.
Il évoque une 50aine de morts. Il affirme que plus de 3000 personnes auraient été arrêtées. Il décrit des détenus de tous âges enfermés sans jugement, privés de soins, privés de visites. Ce sont des accusations graves. Très graves. Dans un pays où la mémoire politique est déjà marquée par des périodes de tension, ce type de déclaration ne laisse personne indifférent. Elle touche à quelque chose de profond, la peur de l'injustice, la peur de l'arbitraire, la peur de l'abus. Mais dans une analyse sérieuse, il faut prendre le temps de comprendre ce que ces mots signifient. D'abord, le contexte. La présidentielle d'octobre 2025 a été suivie d'un climat post-électoral tendu. Contestation, frustration, revendication. Dans toute compétition politique serrée, surtout lorsqu'elle mobilise fortement l'opinion, les esprits peuvent s'échauffer. Lorsque des manifestations éclatent, l'État invoque généralement le maintien de l'ordre public. L'opposition, elle, parle souvent de répression. La frontière entre les deux devient un champ de bataille politique. Chiroma se positionne clairement. Pour lui, il ne s'agit pas de simple maintien de l'ordre. Il parle d'une répression sanglante. Dans le débat public, il faut distinguer trois choses: les faits établis, les allégations politiques et les enquêtes indépendantes. À ce stade, ces chiffres sont des affirmations issues d'un camp politique. Elles nécessitent vérification, recoupement et investigation approfondie. Mais ce qui compte aussi, c'est l'impact psychologique de ces déclarations. Quand un responsable politique affirme que des citoyens croupissent sans jugement, cela crée un choc. Parce que la justice est un pilier fondamental de l'État de droit. Le droit à un procès équitable, le droit à la défense, le respect des procédures judiciaires, ce ne sont pas des détails techniques. Ce sont des garanties essentielles. Dans son discours, Chiroma met en scène une image forte, des enfants de la République enfermés. Cette expression n'est pas choisie au hasard. Elle vise à humaniser la situation. À transformer des chiffres en visages. À rappeler que derrière chaque arrestation, il y a une famille, un quartier, une communauté. Mais il faut aussi rappeler un principe fondamental, la présomption d'innocence. Toute personne arrêtée est présumée innocente tant qu'un tribunal indépendant n'a pas établi sa culpabilité. Dans les périodes post-électorales tendues, les arrestations peuvent concerner des individus soupçonnés d'actes précis: violence, destruction de biens, troubles à l'ordre public. La question centrale devient alors celle de la proportionnalité et de la légalité des réponses sécuritaires. Chiroma affirme que des personnes seraient détenues sans jugement. Si tel est le cas, cela soulève des interrogations sur la durée de détention préventive, l'accès à l'avocat, la transparence des procédures. Mais dans une démocratie, ces éléments doivent être examinés par les institutions compétentes, tribunaux, organisations de défense des droits humains, mécanismes de contrôle parlementaire. Ce qui rend cette partie de son discours particulièrement stratégique, c'est qu'elle dépasse la simple critique économique. Elle touche à la morale politique. Il parle d'un État barbare. Il parle d'un pouvoir usurpateur. Le vocabulaire est chargé. Il vise à susciter l'indignation. Et l'indignation, en politique, est un moteur puissant. Mais l'indignation doit être encadrée par les faits. Sinon, elle peut devenir un carburant dangereux. Dans un climat déjà tendu, les mots ont un poids. Ils peuvent apaiser. Ils peuvent aussi attiser. Dans son appel, Chiroma ne se contente pas de dénoncer. Il demande une mobilisation pour soutenir les détenus. Il appelle à des dons, à une assistance, à un réconfort moral. Il transforme la dénonciation en action concrète. C'est une stratégie classique mais efficace: créer un réseau de solidarité autour d'une cause perçue comme juste. Cela peut renforcer la cohésion de ses partisans. Cela peut aussi élargir son audience au-delà de son électorat direct, en touchant ceux qui sont sensibles à la question des droits humains. Mais la situation des libertés publiques ne peut pas être réduite à un seul discours. Elle exige des rapports indépendants, des enquêtes judiciaires, des communications officielles claires. Dans un État moderne, la gestion des crises post-électorales repose sur un équilibre délicat: garantir la sécurité sans restreindre excessivement les libertés. La question qui se pose alors est la suivante: cet équilibre a-t-il été respecté? Chiroma répond non. Le pouvoir en place, de son côté, défend généralement la nécessité de préserver la stabilité et l'ordre. Entre ces deux positions, il y a la réalité du terrain. Des familles qui cherchent des informations. Des institutions qui doivent fonctionner. Des magistrats qui doivent statuer. Des forces de sécurité qui opèrent dans un environnement parfois imprévisible. Ce qui est certain, c'est que cette deuxième partie de son discours vise à élargir le débat au-delà de la simple alternance politique. Il pose implicitement une question plus large:
Quel modèle d'État voulons-nous? Un État fort dans le maintien de l'ordre? Un État plus permissif au nom des libertés? Ou un équilibre plus transparent entre sécurité et droits fondamentaux? En Afrique centrale, et particulièrement au Cameroun, cette question est loin d'être théorique. Elle est vécue. Elle se discute dans les foyers, dans les taxis, dans les marchés, dans les universités. Et quand un leader politique parle de milliers d'arrestations, il ne s'adresse pas seulement aux militants. Il s'adresse aux mères, aux pères, aux jeunes qui se demandent « Et si cela arrivait à mon frère, à mon fils, à ma sœur ?» C'est là que la dimension émotionnelle entre en jeu. Mais la politique ne peut pas se limiter à l'émotion. Elle doit déboucher sur des mécanismes institutionnels. Si des abus existent, ils doivent être documentés. Si des irrégularités sont prouvées, elles doivent être corrigées. Si des accusations sont infondées, elles doivent être clarifiées. La solidité d'une démocratie se mesure à sa capacité à traiter ce type de crise avec transparence. En mettant la répression au centre de son discours, Issa Chiroma Bakary repositionne le débat sur le terrain des principes. Il ne parle plus seulement de route ou d'électricité. Il parle de justice, de dignité, de droit. Et cela change la nature du débat. Parce que critiquer une politique économique, c'est une chose. Mettre en cause la gestion des libertés publiques, c'en est une autre. La tension monte d'un cran. Et ce climat, chargé d'émotions et d'enjeux institutionnels, prépare le terrain pour la suite de son appel. Car après avoir dénoncé l'économie, après avoir dénoncé la répression, il va désormais chercher des alliés. Au-delà des frontières. Au cœur de la diaspora. Et c'est là que la stratégie prend une dimension encore plus large. Partie 4. Offensive politique ou repositionnement stratégique majeur. Après l'économie. Après les accusations de répression. Après l'appel vibrant à la diaspora. Une question s'impose naturellement. Que cherche réellement Issa Chiroma Bakary à travers cette nouvelle sortie? Parce qu'en politique, rien n'est jamais dit au hasard. Chaque mot a un poids. Chaque timing a un sens. Nous sommes quelques mois après la présidentielle d'octobre 2025. Une échéance majeure. Une compétition qui a laissé des traces. Dans son discours, Chiroma affirme que son programme de transition aurait été massivement soutenu le 12 octobre. Il parle d'une majorité qui aurait choisi son projet. C'est une affirmation politique forte. Elle s'inscrit dans la logique de contestation qui suit souvent les scrutins disputés. Mais au-delà de cette revendication, ce qui attire l'attention, c'est l'évolution du ton. Il ne parle plus seulement d'améliorer le système. Il parle de « bataille pour le palais d'Etoudi ». Le palais d'Etoudi, symbole du pouvoir exécutif. Le centre névralgique de la présidence. En évoquant ce lieu, il ne parle pas d'une réforme administrative. Il parle clairement d'alternance au sommet de l'État. Et là, le discours change de dimension. Ce n'est plus un simple appel à corriger des dysfonctionnements. C'est une déclaration d'intention politique. Une projection vers une nouvelle phase. Mais quelle phase exactement? Première hypothèse, un repositionnement stratégique. Après une élection, un candidat doit décider. Se retirer? Se taire? Ou maintenir la pression politique? Chiroma choisit visiblement la troisième option. En maintenant une présence médiatique forte, en dénonçant, en mobilisant, il refuse l'effacement. Il continue d'exister dans le débat public. Et en politique, exister, c'est déjà peser. Deuxième hypothèse, la construction d'une dynamique à long terme. Les grandes transformations politiques ne se font pas en quelques mois. Elles se construisent. Lentement. Méthodiquement. En structurant un réseau. En consolidant une base. En élargissant les alliances. En appelant à l'unité, en parlant d'intérêts supérieurs du Cameroun, Chiroma tente peut-être de dépasser le cadre de son propre électorat pour rassembler plus large. Mais l'unité en politique est un mot ambitieux. Les partis ont leurs rivalités. Les leaders ont leurs ambitions. Les stratégies divergent. Transformer un appel à l'unité en coalition solide demande du compromis, de la négociation, parfois même des concessions. Troisième hypothèse, un signal adressé au pouvoir en place dirigé par Paul Biya. Un message clair, l'opposition ne se résigne pas. Elle reste organisée. Elle reste active. Dans les systèmes politiques marqués par une forte longévité au sommet de l'État, la question centrale devient souvent celle du renouvellement. Comment s'opère-t-il? À quel rythme? Par quels mécanismes institutionnels? Chiroma, en parlant de pouvoir usurpateur, adopte une posture frontale.
Mais dans une démocratie, le changement passe par des voies légales, élections, institutions, procédures constitutionnelles. La solidité d'une alternance ne dépend pas seulement de la volonté d'un candidat. Elle dépend d'un environnement institutionnel stable, de règles claires et acceptées par tous. Ce qui rend cette quatrième partie particulièrement intéressante, c'est qu'elle révèle une ambition. Une ambition assumée. Il ne parle pas d'un simple ajustement. Il parle d'un Cameroun nouveau. C'est un concept fort. Mais aussi exigeant. Un Cameroun nouveau, cela signifie quoi concrètement? Une réforme constitutionnelle? Un nouveau modèle économique? Une nouvelle gouvernance? À ce stade, le discours reste plus déclaratif que programmatique. Il pose les bases d'une vision, sans encore détailler l'architecture complète. Et c'est peut-être volontaire. En politique, il faut d'abord convaincre qu'un changement est nécessaire avant d'expliquer comment il se fera. C'est une séquence stratégique, diagnostic, indignation, mobilisation, puis proposition. Nous sommes visiblement à la fin de la phase mobilisation. La question qui reste en suspens est celle de la faisabilité. Une alternance ne dépend pas seulement d'un discours puissant. Elle dépend d'un rapport de force. D'une organisation solide sur le terrain. D'un encadrement juridique maîtrisé. D'un électorat mobilisé au moment décisif. Et puis il y a un autre facteur, l'opinion publique. Les Camerounais aspirent à la stabilité. Ils aspirent aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Entre stabilité et changement, l'équilibre est subtil. Trop de rupture peut inquiéter. Trop de continuité peut lasser. C'est dans cet espace que se joue la stratégie de Tshiroma. Il doit convaincre que le changement qu'il propose n'est pas synonyme d'instabilité, mais d'évolution maîtrisée. Que la bataille pour Etoudi n'est pas une aventure, mais une alternative structurée. Cette offensive politique arrive dans un contexte où le débat national est déjà chargé, économie sous pression, tensions post-électorales, attentes sociales élevées. En s'inscrivant dans ce climat, il choisit d'intensifier le débat. Mais intensifier le débat implique aussi une responsabilité. Les mots peuvent galvaniser. Ils peuvent aussi polariser. Dans un pays aussi divers que le Cameroun, la cohésion nationale reste un enjeu central. La maturité démocratique se mesure à la capacité des acteurs politiques à s'opposer fermement sans fracturer le tissu social. C'est là que se situe le véritable test. Cette sortie marque-t-elle le début d'une recomposition politique majeure? Ou s'inscrit-elle dans la continuité des confrontations verbales qui rythment la vie politique depuis des années? Une chose est sûre, Issa Tshiroma Bakary ne semble pas prêt à quitter la scène. Il transforme son statut d'ancien candidat en leader d'une contestation organisée. Il élargit son audience. Il structure son discours. Il prépare le terrain. La suite dépendra de plusieurs facteurs, la réaction du pouvoir, l'adhésion populaire, la capacité d'organisation et le respect des règles institutionnelles. Car au final, au-delà des déclarations, une vérité demeure. L'avenir politique du Cameroun se décidera dans le cadre de ses institutions. Et c'est précisément là que se trouve le cœur du débat. Le Cameroun est-il à l'aube d'un cycle politique nouveau? Ou assistons-nous à une intensification d'un bras de fer déjà ancien? La réponse ne se trouve pas seulement dans les discours. Elle se construira dans les actes. Dans les choix. Dans les urnes. Et c'est cette évolution que nous continuerons à observer avec attention.